Ce soir-là, sous les lustres en cristal du château de Montaigne, alors que je vivais la plus grande humiliation de ma vie, je ne savais pas que les graines de la plus grande victoire de ma destinée étaient en train d'être semées. On croit parfois avoir touché le fond, alors qu'en réalité, c'est le moment où l'on prend son élan pour rebondir. Ma belle-mère, Madame Geneviève, posa brutalement sa fourchette en argent sur le bord de son assiette, comme si elle écrasait un insecte. Son regard balaya toute la table et s'arrêta sur moi, en particulier sur mes mains. Je connaissais ce regard. C'était le regard du dégoût d'une fortune de 20 millions d'euros pour un fonctionnaire. « Charles, dit-elle d'une voix aussi froide et tranchante que le tintement des verres en cristal, tu n'as pas prévenu ta femme. Le dîner de ce soir était réservé à la famille. C'est-à-dire aux personnes qui ne transportent pas l'odeur de leurs vêtements de travail dans notre salle à manger. » Un silence de mort s'installa à table. Mon mari Charles aurait dû me défendre à ce moment-là. Maman, Manon est sergent-chef. Elle est l'une des ingénieures en chef les plus expérimentées de la marine française. L'uniforme que tu appelles tenue de travail fait flotter les navires de ce pays, aurait-il dû dire. Mais il ne l'a pas fait. Charles, avec son petit rire agaçant caractéristique, a pris une gorgée de vin et a haussé les épaules. « Ah maman, tu connais Manon, elle préfère jouer avec les machines plutôt que de socialiser avec les gens. L'odeur de l'huile de machine imprègne son âme, elle ne partira jamais, même si elle se lave autant qu'elle veut. » Tout le monde a ri. Les cousins et oncles de Charles, cette foule distinguée, assise à cette table et qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, ont accompagné les railleries de mon mari par des éclats de rire. Moi, je suis restée silencieuse. J'ai juste regardé mes mains, mes ongles étaient parfaitement propres. Ce jour-là, j'avais travaillé sans interruption pendant 12 heures pour réparer la panne de turbine de la frégate La Foudre au chantier naval de Brest, mais j'avais pris une douche et mis ma plus belle robe. L'odeur qu'ils avaient sentie n'était pas celle de l'huile, c'était celle du travail, et dans leur monde rempli de parfums, elle était considérée comme une mauvaise odeur. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas une rupture due à la tristesse. C'était comme la rupture d'un barrage. Les tonnes d'eau accumulées derrière, c'est-à-dire la colère, étaient sur le point d'être libérées. Mais mon visage est resté impassible. J'étais comme les moteurs que j'analysais. Silencieux, à l'extérieur, mais animé d'une puissance tournant à des milliers de tours par minute à l'intérieur. Si vous m'écoutez en ce moment et que vous vous êtes déjà retrouvé, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, assis à une table où l'on ne vous accordait pas la valeur que vous méritiez, où votre travail était sous-estimé, vous comprenez exactement ce que je ressentais. Et si vous pensez que cette histoire va se terminer par les pleurs d'une pauvre femme, vous vous trompez. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, car vous n'en croirez pas vos oreilles lorsque vous entendrez comment Manon Lefebvre s'est levée de cette table et a pris le contrôle de l'empire de cette famille par des moyens légaux et en utilisant leur propre arrogance. Au cours du repas, on en est venu au sujet principal, la fierté de la famille de Montaigne, leur nouveau jouet, l'héritage. Mon beau-père, Monsieur Henri, a bombé le torse en allumant son cigare. De conception italienne, a-t-il déclaré en soufflant la fumée. 45 mètres, 2 moteurs, entièrement sur mesure. Nous le mettrons à l'eau à Brest la semaine prochaine. Pour notre premier voyage, nous irons jusqu'à Monaco. « Mais pas ça, Charles s'est exclamé avec enthousiasme. « Manon, tu ne viens pas, bien sûr. Tu as du travail avec tes bateaux rouillés de la marine. Et puis, sur l'héritage, il n'y a rien que ton personnel technique puisse faire. Tout est entièrement automatisé. Nous n'aurons pas besoin de tes clés graisseuses. » Les rires dégoûtants reprirent autour de la table. « Oui, dit Madame Geneviève en ajustant la bague en diamant qu'elle portait au doigt. De plus, les cabines réservées au personnel sur le bateau sont très petites, ma chérie. Tu es habituée à ces espaces exigus, mais nous voulons que nos invités soient à l'aise. Nous devons accepter que tu n'appartiens pas à notre monde. » Ils ne voulaient pas de moi sur le bateau, ils me considéraient comme un patch dans leur vie. Une erreur irréparable que Charles avait épousée avec enthousiasme. Je pris une profonde inspiration. Je bus calmement une gorgée d'eau et levai la tête. Je fixai Madame Geneviève droit dans les yeux. « Vous avez raison, madame, dis-je. » Ma voix était si calme que tout le monde à table s'arrêta un instant. Mon monde est très différent. Dans mon monde, les erreurs se paient cher. Et la mère ne se soucie pas du nom de famille des gens. Que voulez-vous dire ?
demanda Charles avec un sourire stupide. Rien, ai-je répondu en posant délicatement ma serviette sur la table. Profitez simplement de votre nouveau yacht. Les côtes de Brest sont agitées à cette saison. J'espère que vos systèmes entièrement automatiques pourront résister à la fureur de l'océan Atlantique. Mon beau-père éclata de rire. Manon, ma chérie, nous avons dépensé des millions d'euros pour la sécurité. Ce bateau ne coulera pas. Pense plutôt à tes petits bateaux militaires. À ce moment-là, en me levant de table, une petite voix me disait que c'était notre dernier repas en famille. Elle avait raison. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Je n'étais pas seulement un réparateur. J'étais un expert qui dirigeait les opérations de sauvetage les plus difficiles de la marine française, qui comprenait le langage de l'océan et qui connaissait aussi bien le droit maritime international que le fonctionnement des moteurs. Ils me prenaient pour un domestique. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient assis à la même table que celui qui allait leur présenter la plus grosse facture de leur vie. Ce soir-là, lorsque nous sommes rentrés à la maison, c'est-à-dire dans le manoir froid que nous partagions avec Charles, celui-ci s'est retiré dans sa chambre sans dire un mot. Il allait probablement envoyer un message à sa maîtresse. J'avais vu le reflet de l'écran de son téléphone dans le miroir du couloir. J'étais sûre qu'il écrivait « Je me suis débarrassée de ma femme ennuyeuse. On se voit la semaine prochaine. Je ne peux pas me passer de toi, bébé. » Mais je m'en fichais. Je suis entrée dans mon bureau, j'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai trouvé les schémas techniques du yacht, l'héritage dans la base de données du constructeur. Oui, j'y avais accès. Mes autorisations navales me permettaient d'accéder à la plupart des bases de données maritimes civiles. J'ai examiné les caractéristiques du moteur du bateau. La série MTU est très performante, mais sensible. Très sensible. Les systèmes de refroidissement en particulier posaient des problèmes chroniques face aux changements brusques de température de l'Atlantique Nord. Le constructeur avait publié un bulletin à ce sujet, mais la plupart des utilisateurs civils ne le lisaient même pas. J'ai souri. Il est insubmersible, avait dit mon beau-père. En navigation, le mot le plus dangereux est arrogance. Et la famille de Montaigne était plus arrogante que les passagers du Titanic. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai vérifié la météo. Au large de Brest, un énorme système dépressionnaire se formait précisément le jour où il devait partir. Une tempête s'annonçait. Pas seulement une tempête météorologique, mais une tempête qui allait bouleverser leur vie. Et je me trouvais en plein milieu de cette tempête, mais pas en tant que victime. Le lendemain matin, lorsque je me suis rendue à la base navale, l'un des jeunes sous-officiers sous mes ordres, Pierre, est venu me voir. « Sergent-chef, m'a-t-il dit, il y a un changement dans la liste des gardes du week-end. Le chef mécanicien du navire Le Sauveteur est malade. Nous avons besoin d'un supérieur pour le remplacer. Mais vous aviez donné votre accord ?» Je regardais Pierre dans les yeux. Je voyais comment le destin tissait sa toile. « Annule ma permission, Pierre, » ai-je dit en ajustant le col de mon uniforme. « Je prendrai le car ce week-end. Je serai en mer. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. » Pierre fut surpris, mais ne posa pas de questions. « À vos ordres, sergent-chef. » En me retournant et en marchant vers le quai, vers ce géant gris en acier qu'était le navire de sauvetage militaire, la froide colère qui m'habitait avait laissé place à une concentration aiguë. Mon mari et sa famille allaient prendre la mer avec leurs jouets à 1 million de dollars. Quant à moi, en tant que responsable de l'application des règles en mer, je les attendrai. À votre avis, jusqu'où un être humain peut-il supporter le manque de respect dont il est victime? Et lorsque l'occasion se présente, doit-il faire preuve de clémence ou rendre justice? J'attends vos réponses dans les commentaires, car la décision que je prendrai aura des répercussions non seulement sur cette famille, mais aussi sur toute la société française. Si vous êtes prêts, nous entrons dans la tempête. Vendredi soir, le port de Brest semblait recouvert d'une couverture grise. Le ciel était si bas qu'on avait l'impression de pouvoir toucher les nuages en tendant la main. Sur le quai, adossé à la coque rouillée mais rassurante du navire Le Sauveteur, je sirotais mon café amer dans une tasse en métal. La légère vibration rythmique provenant de la salle des machines du navire était de ma berceuse. Cette vibration indiquait que les 8000 chevaux étaient éveillés et attendaient que les ordres. À ce moment-là, une agitation a commencé à l'autre bout du port, dans la marina privée. Je n'avais même pas besoin de lever mes jumelles. L'héritage, avec sa coque blanche, ses lumières laides sur le pont, et le drapeau de la famille de Montaigne flottant à l'arrière, perçait l'obscurité. Il partait
Les bulletins météo annonçaient à grands cris que la force du vent dans le golfe de Gascogne et atteindrait 9 Beaufort vers minuit. Tout capitaine sensé serait resté au port par un tel temps. Mais pour Charles et sa famille, les bulletins météo étaient une préoccupation réservée aux pauvres. Ils avaient de l'argent, qui ne pouvait certes pas acheter la tempête, mais leur donnait ce faux sentiment de insubmersibilité. La voix du contrôle portuaire retentit dans la radio. L'héritage, ici le contrôle portuaire de Brest. Vous avez l'autorisation de partir, mais je vous rappelle l'alerte météo. Les conditions se détériorent. Nous vous recommandons de rester au port. La réponse est venue de la voix détendue et insouciante de mon mari. Bien reçu, contrôle portuaire. Notre bateau a été conçu pour ces conditions. Nous avons une réservation à Monaco, nous ne pouvons pas attendre. D'accord. J'ai souri. C'était un sourire amer. Leur réservation à Monaco était plus importante que leur vie. C'était ça, l'arrogance. Ils pensaient pouvoir défier la nature. Les heures passées, je suis montée sur le pont du sauveteur. Le capitaine Le Guen était un loup de mer expérimenté. En me voyant, il m'a salué d'un signe de tête. Le temps se détraque, sergent. La nuit ne sera pas calme. Et-on? Das sabbetom som. Maman, me pesoma. Bab sama cop sans yeux, ton aimant soma. Exik. Vous avez raison, capitaine, répondis-je en regardant le radar devant moi. Sur l'écran vert, le petit point représentant l'héritage s'éloignait de la côte et se dirigeait vers la bouche sombre de la mer ouverte. Vers minuit, l'océan se mit à rugir. Les vagues s'écrasaient contre la coque de notre navire, mais le sauveteur ne tanguait pas comme un berceau. Non, il dansait avec les vagues. Nous étions faits pour ces mers. Mais à ce moment-là, à 40 milles au large, je pouvais imaginer l'état dans lequel se trouvait ce chef-d'œuvre de conception italienne. Je n'eus pas besoin de le deviner. Le silence radio fut rompu par une voix paniquée. « Mayday! 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 Ici l'héritage !» J'ai reconnu la voix. Ce n'était pas Charles, c'était le capitaine qu'ils avaient engagé. Sa voix tremblait. Position 48 degrés nord, 5 degrés ouest, panne moteur. Je répète, les 2 moteurs sont en panne. Nous dérivons. La hauteur des vagues dépasse les 6 mètres. Nous prenons l'eau. Le capitaine Le Guen et moi nous sommes regardés. Le moment que j'attendais était arrivé. Mais ce n'était pas seulement une panne moteur. Vous vous souvenez que j'avais étudié les plans de ce bateau, n'est-ce pas? Ces systèmes de refroidissement entièrement automatiques avaient dû se boucher à cause d'un afflux soudain d'eau froide. Et ces délicats moteurs italiens s'étaient arrêtés lorsque la protection contre la surchauffe s'était déclenchée. Je leur avais dit. Peut-il résister à la fureur de l'océan? Leur avais-je demandé. Ils avaient ri. Mais maintenant, ils ne riaient plus. La garde côtière, répond-elle, demanda le capitaine Le Guen. Nous avons écouté la radio. L'hélicoptère des gardes-côtes ne pouvait pas décoller. Le vent était trop violent. Le bateau des gardes-côtes le plus proche se trouvait à 3 heures de route et s'occupait d'un autre incident. Le capitaine s'est tourné vers moi. « Manon, où en sont les machines? Je vais avoir besoin de 110% de puissance. » J'ai plissé les yeux. « Les machines sont prêtes, capitaine. Mes machines ne me laissent jamais tomber. » « Notre destination est l'héritage, » a déclaré le capitaine en poussant la manette des gaz vers l'avant. À ce moment-là, l'accélération que je ressentais dans la coque du navire n'était pas seulement le début d'une opération de sauvetage, c'était le début de ma vengeance. Mais cette vengeance ne serait pas assouvie par une colère sanguine, mais par une justice maritime glaciale. Si vous saviez ce qui me passait par la tête lorsque nous avons pris la mer, j'imaginais ce que mon mari pouvait penser là à ce moment-là. Les coupes de champagne éparpillées sur le sol, les meubles coûteux renversés, sa mère probablement en train de hurler « Nous avons de l'argent. Pourquoi ne nous sauve-t-il pas ?» devait-il crier. Mais au milieu de la mer, l'argent ne sert à rien. Seules les lois, de la physique et le courage comptent. Et cette nuit-là, ni l'un ni l'autre n'étaient maîtres présents sur ce bateau. Si vous regardez cette vidéo en vous disant « Tant pis, ne vous précipitez pas », car je ne vais pas seulement les sauver, je vais leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Mais avant cela, nous devons trouver ce palais flottant au milieu des vagues. À votre avis, quand un homme paie-t-il le prix le plus lourd de son arrogance? Au moment où il se sent le plus en sécurité ou lorsqu'il est désespéré? Nous verrons bientôt la réponse à cette question sur le visage de Charles lui-même. Alors que les vagues frappaient la proue du navire, je suis descendue dans la salle des machines. Le bruit était incroyable, mais pour moi, c'était une symphonie. J'ai vérifié chaque valve, chaque manomètre.
Je n'avais pas le droit à l'erreur, car le navire qui allait les sauver était le mien. J'en étais responsable. Leurs vies étaient entre mes mains graisseuses. Environ 1 heure plus tard, l'opérateur radar a crié « Contact établi avec la cible, à 2 milles au nord-est. Il dérivent !» Je suis montée sur le pont et nous avons allumé les projecteurs. Et il était de là, le magnifique L'Héritage. Couché sur le flanc, à la merci des vagues, il tanguait dans l'obscurité. Il semblait si impuissant, si misérable, tout comme ces gens qui avaient essayé de m'humilier à table. Brillant à l'extérieur, mais vide et fragile à l'intérieur, j'ai pris la radio. Le capitaine Le Guen m'a regardé. « Vous voulez parler, sergent-chef » m'a-t-il demandé. Il savait qui ils étaient, toute la base le savait. J'ai pris le micro, j'ai appuyé mon doigt sur le bouton. « L'héritage, ai-je dit. Ma voix était claire et calme, suffisamment pour couvrir le bruit de la tempête. Ici le navire de sauvetage français, le Sauveteur. Vous m'entendez ? Une voix paniquée et haletante répondit. C'était celle de Charles. Il pleurait. Oui, oui, nous vous entendons. Au nom de Dieu, venez nous aider. Nous sommes en train de couler. Ma mère est malade. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je pris une profonde inspiration, puis je prononçai cette phrase. J'avais attendu ce moment toute ma vie. Restez calme, l'héritage. Nous vous voyons, les secours arrivent. Mais d'abord, je m'interrompis. Nous devons discuter des procédures avec votre capitaine. Quelle procédure ? A crié Charles. Je vous dis que nous sommes en train de mourir. Qui êtes-vous ? J'ai souri. Dans l'obscurité, au milieu des vagues, j'ai souri avec le micro dans ma main. Moi, dis-je. Moi, c'est Manon, la simple réparatrice que tu n'aimes pas, Charles. Et maintenant, l'opération de sauvetage commence. Mais selon mes règles. Le silence à l'autre bout de la radio était encore plus pesant que la tempête. Figez cet instant. Dans un instant, vous allez découvrir comment fonctionne l'article le plus impitoyable du droit maritime international, à savoir les frais de sauvetage. Vous ne voudrez pas manquer l'expression de Charles lorsqu'il apprendra que le prix à payer pour sauver sa vie est de me céder la moitié de son yacht. Appuyez sur le bouton « S'abonner » dès maintenant, car le cours de droit commence et les frais d'inscription seront très élevés. Le silence dans la radio était encore plus assourdissant que le bruit de la tempête. Quelques secondes auparavant, j'avais sous-entendu le désespoir d'un homme sur le point de disparaître dans les vagues. À présent, j'entendais les halètements rageurs d'un homme blessé dans son ego qui venait d'entendre la voix de sa femme. « Manon ?» dit Charles d'une voix tremblante. « C'est une blague de mauvais goût ? Que fais-tu sur ce bateau ?» Le capitaine Le Guen me regarda et me fit signe de continuer. J'avais le contrôle. « Ce n'est pas une blague, Charles !» dis-je en conservant le ton métallique et froid de ma voix. « Nous sommes sur le Sauveteur, et je suis actuellement aux commandes de la seule machine capable de vous sortir de là. Mais clarifions les choses. Vos moteurs sont hors service. Votre gouvernail est bloqué, même bloqué les chèques où vous dérivez, et vous allez vous échouer sur les rochers dans environ 20 minutes. « Tirez-nous de là !» s'écria mon beau-père Henri. Il avait probablement pris la radio des mains de Charles. « Lancez-nous une corde immédiatement. Ce bateau vaut 20 millions d'euros. Si vous le rayez ne serait-ce qu'une fois, je vous poursuivrai en justice. » Ah, Henri! Il croyait encore pouvoir donner des ordres. « Monsieur de Montaigne, lui dis-je, je me dois de vous rappeler les procédures. Notre priorité est la sécurité des personnes. Nous pouvons vous évacuer immédiatement, vous, Charles, Madame Geneviève et l'équipage, par hélicoptère ou par bateau. Vous serez en sécurité. Ce service est fourni gratuitement par l'État français. » Je marquai une pause, puis je portai le coup de grâce. Cependant, sauver le yacht L'Héritage, c'est-à-dire mener une opération de sauvetage de biens, relève d'un tout autre cadre juridique. « Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise ?» s'écria Henri. « Le bateau viendra avec nous. » Dans ce cas, dis-je en rangeant les papiers devant moi, aussi détendu que si nous étions en réunion dans un bureau climatisé, nous allons mettre en œuvre le contrat LOF, c'est-à-dire Lloyd's Open Form. Le principe no cure, no pay, pas de sauvetage, pas de paiement, s'applique. Vous devez maintenant déclarer à la radio que vous acceptez cette opération de sauvetage conformément aux règles internationales d'arbitrage maritime. « D'accord, tout ce qu'il faut », s'écria Charles. « Lancez-moi juste ce fichu câble. »« Charles, dis-je calmement, savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie que le sauveteur,
c'est-à-dire notre navire et indirectement ma direction technique, revendiquera un droit sur la valeur des marchandises sauvées. Êtes-vous d'accord? Je pouvais entendre l'agitation derrière moi, les hauts le cœur de Madame Geneviève, les avertissements du capitaine, les vagues frappaient le bord du bateau. Il n'avait pas le temps. « J'approuve !» s'écria Charles. « Bon sang, Manon, j'approuve! Tirez !» Je croisai le regard du capitaine Le Guen. Il sourit légèrement. Le bouton d'enregistrement de la radio était activé. Tout était enregistré. Charles venait de signer le document le plus coûteux de sa vie, mais il n'en avait pas conscience. Il voulait simplement échapper à la peur qui l'habitait à cet instant. « Avez-vous déjà signé un contrat à la hâte, sans même le lire ?» La plupart des gens répondraient « oui ». Mais ce que Charles a signé n'était pas seulement un bout de papier, c'était l'acte de sa propre condamnation. Et c'est moi qui tenais le stylo. « Compris », ai-je dit. L'opération commence, montez sur le pont et suivez mes instructions. Je posai le micro et sortis de la salle des machines pour me diriger vers le pont arrière, au cœur de la tempête. Le vent me fouettait le visage. L'eau salée imprégnait mon uniforme. Mais je n'avais pas froid. Le feu de la victoire qui brûlait en moi me réchauffait. Mon équipage avait préparé l'énorme câble d'acier. Lorsque les projecteurs éclairèrent l'héritage, le spectacle qui s'offrit à moi était pitoyable. Cette noble famille, vêtue de gilets de sauvetage, était trempée et en piteux état sur le pont. Madame Geneviève, dont la coiffure toujours impeccable était en bataille, vomissait, agrippée au bastingage. Charles était livide de peur. « Lancez le câble !» ai-je crié. Le lance-câble pneumatique s'est mis en marche. Le mince câble guide a fendu l'air et est tombé sur le pont du l'héritage. « Attachez-le !» ai-je ordonné par radio. « Tirez le câble guide et fixez le câble principal en acier aux mains. Dépêchez-vous !» Charles et son père, deux hommes qui n'avaient jamais touché un cordage de leur vie, essayaient tant bien que mal de tirer le cordage sur le pont glissant. Je les observais à la jumelle. Ils étaient tellement maladroits, ils se cassaient les ongles, leurs vêtements coûteux étaient couverts de graisse et de sel. « Allez Charles, murmurai-je pour moi-même, encore un petit effort, tu vas devoir te salir les mains. » Ils finirent par réussir à attacher la corde. « Le câble est-je compris ?» a annoncé le chef de pont. « Lancez les treuils !» ai-je ordonné. Les énormes grues de notre navire se mirent à tourner. Le câble d'acier se tendit, sortit de l'eau et vibra comme une corde de violon. Je mis les hélices du sauveteur à pleine puissance. Et à ce moment-là, ce palais flottant de 45 mètres a commencé à se laisser entraîner docilement derrière notre navire militaire rouillé comme un petit chiot. Je remorquai le bateau de mon mari. Je remorquai la fierté de mon mari. Et surtout, je remorquai leur avenir. Le voyage de retour vers le port de Brest a duré 6 heures. Pendant ces 6 heures, je ne suis pas sortie de la salle des machines. J'ai contrôlé chaque régime, chaque changement de température. Je devais ramener ce bateau au port en un seul morceau. Parce qu'un jouet cassé ne vaut rien, j'avais besoin de ce jouet en bon état. Lorsque nous sommes entrés dans le port de Brest aux premières lueurs de l'aube, la tempête s'était calmée. Des ambulances et des journalistes attendaient sur le quai. L'héritage, gitant sur le côté et main emmenée, s'est approché doucement du quai. Je suis montée sur le pont. Mon uniforme était couvert d'huile et de sel. Mon visage était marqué par la fatigue, mais je me tenais droit. Charles et sa famille ont débarqué à terre grâce à la passerelle déployée depuis notre navire. Ils étaient dans un état pitoyable. Charles m'a vu. Il a d'abord été surpris, puis son ancienne arrogance familière, ce mécanisme de défense qui avait remplacé la peur, est revenu. Il s'est dirigé vers moi. Sa mère et son père l'accompagnaient. « Manon », dit-il d'une voix fatiguée mais accusatrice. « Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Nous avons failli mourir. Et quelle était cette attitude à la radio? Vous m'avez humiliée devant le personnel. » Madame Geneviève intervint en tremblant. « C'était horrible. Votre bateau était très bruyant et tanguait beaucoup. Vous auriez pu nous transporter plus confortablement. Et puis mon bateau est fichu. » Je pris une profonde inspiration. Le capitaine Le Guen se tenait à côté de moi, les bras croisés. « Bienvenue, madame, dis-je, mon calme les irritant encore plus. Vous devriez être heureuse d'être en vie. »« Non, bien sûr que nous sommes sains et saufs, » s'écria Henri. « Nous sommes la famille de Montaigne. Maintenant, ce cauchemar est terminé. Je vais appeler mes avocats et contacter ma compagnie d'assurance. Et vous, allez vous changer, je vous prie. Vous sentez très mauvais. » Voilà,
C'était la phrase que j'attendais. Encore cette humiliation, encore cette cécité. Il me considérait toujours comme une domestique qui avait fait son travail et devait maintenant se retirer dans son coin. Je plongeai la main dans ma poche et en sortis un document plié. C'était le rapport préliminaire que je venais de rédiger dans le bureau du navire, contenant les transcriptions des communications radio et les références du formulaire Lloyds. « Vous avez raison », dis-je en m'avançant vers Charles. « Je vais me changer, parce que ma journée de travail est terminée. Mais votre cauchemar n'est pas fini, monsieur de Montaigne. Le vrai cauchemar commence maintenant. » Je tapotai légèrement le document sur la poitrine de Charles. « Qu'est-ce que c'est » demanda Charles en prenant le papier. « Votre facture, répondis-je en souriant. Mais ce n'était pas le sourire d'un conjoint, c'était le sourire d'un créancier. Selon le droit maritime, la partie qui sauve un navire abandonné ou en train de couler peut réclamer un certain pourcentage de la valeur des biens sauvés à titre de prime de sauvetage. Dans votre cas, nous avons empêché l'abandon du navire et l'avons sauvé du naufrage. De plus, les conditions météorologiques présentaient un risque maximal. « Qu'est-ce que tu racontes » dit Charles, les mains tremblantes tandis qu'il regardait le papier. « Tu es ma femme. Ma femme va me demander de l'argent ?»« Je n'étais pas ta femme sur ce navire, Charles, dis-je. J'étais l'ingénieur en chef Lefebvre. Et toi, d'après les enregistrements radio, tu étais un naufragé qui avait clairement accepté les conditions du Lloyd's Open Form. » Je les regardai droit dans les yeux. « Le yacht vaut 20 millions d'euros. Les frais de sauvetage que mon équipage et moi-même allons réclamer pourraient atteindre 50% de la valeur du bateau. Donc, Charles, tu me dois 10 millions d'euros. » Voir le sang se retirer du visage de Charles, sa mère sur le point de s'évanouir et Henri bouche bée. Croyez-moi, cela valait bien plus que 20 millions d'euros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la dette n'était pas le seul problème de Charles. Il n'y avait pas que des membres de sa famille à bord du bateau. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur du bateau lors du sauvetage allait changer la donne. Je vais maintenant vous révéler ce petit secret que nous avons découvert dans l'une des luxueuses cabines de l'héritage et comment Charles a mis en péril non seulement son argent mais aussi sa liberté. Êtes-vous prêts ? Car les choses commencent à s'échauffer. Abonnez-vous et soyez témoins de cette affaire. Le vent matinal sur le quai séchait la sueur sur le visage de Charles, tandis que celui de mon beau-père Henri était devenu violet de colère. Il jeta son cigare par terre et l'écrasa. « C'est absurde, rugit-il. Vous nous faites chanter. Vous faites chanter votre propre famille. »« Ce n'est pas du chantage, Henri, dis-je, revêtant le calme de ma voix comme une armure. C'est du commerce. Vous êtes commerçant, vous le savez. Vous avez reçu un service et vous allez le payer. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de votre police d'assurance. » Les yeux de Charles allaient et venaient. Il cherchait une issue, mais il n'y en avait pas. Il était comme un rat acculé dans un coin. « La compagnie d'assurance, ai-je poursuivi en ouvrant ma tablette, veut un rapport sur les circonstances de l'accident et sur tout le personnel et les passagers à bord du navire. Au téléphone, tu m'as dit « Il y a ma mère, mon père et moi, Charles. 3 passagers, sans compter l'équipage. » Charles déglutit. Je suivis du regard le mouvement de sa pomme d'Adam. « Mais, dis-je en tournant la tablette vers lui, lorsque mon équipe de sauvetage est descendue sur le pont inférieur pour pomper l'eau, elle a trouvé une autre personne enfermée dans la salle de bain de la cabine principale, en pleine crise d'hystérie. Sur l'écran, il y avait une photo prise dans l'infirmerie du navire. Une femme blonde, tremblante, enveloppée dans une couverture, le maquillage coulant sur son visage. Valérie. J'aurais aimé pouvoir décrire l'expression de Charles à ce moment-là. La peur, la honte et la panique se mêlaient sur son visage. Sa mère, Madame Geneviève, jeta un coup d'œil à l'écran et poussa un cri. « C'est cette femme, la propriétaire de cette boutique bon marché. » Ils étaient donc au courant. Ou du moins, Geneviève connaissait la maîtresse de son fils, mais elle ne savait pas qu'elle était sur le bateau. Charles avait secrètement fait monter sa maîtresse à bord le soir de ce dîner familial. Lorsque la tempête a éclaté, il l'avait enfermée dans une cabine pour que ses parents ne la voient pas. Quel comportement noble, n'est-ce pas ? Valérie Leblanc, ai-je dit d'un ton officiel. Son nom ne figure pas sur la liste des passagers du bateau. Du point de vue de l'assurance, cela relève du statut de passager non déclaré et peut invalider votre police. Mais pire encore, Charles, vous avez enfermé cette femme dans cette cabine en pleine tempête. La porte était verrouillée de l'extérieur. Nos équipes ont dû la forcer pour l'ouvrir.
Selon le code pénal français, cela constitue un délit de privation de liberté et de non-assistance à personne en danger. Charles s'est effondré à genoux. Oui, cet homme arrogant s'est agenouillé sur le sol en béton du quai, devant ma combinaison de travail tachée de graisse. « Manon, s'il te plaît, murmura-t-il, ne fais pas ça, si cela venait à être divulgué dans la presse. Les actions de la société, mon père me tuerait. » Henri regarda son fils avec dégoût, puis il se tourna vers moi. « Que veux-tu » demanda-t-il, la voix tremblante pour la première fois. « 10 millions ? D'accord. On s'occupe de l'assurance, mais cache cette honte. » Je souris. Mais cette fois, mon sourire avait le goût froid de la victoire. « Ah, Henri, dis-je, vous vous méprenez. Je ne négocie pas. Je vous informe simplement de la situation. Les 10 millions d'euros sont mon droit légal et celui de mon équipe. Je les obtiendrai de toute façon, par décision de justice, avec les intérêts. Mais l'affaire Valérie, c'est l'objet de mon divorce. » Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers le bateau, le sauveteur. « Où vas-tu » cria Charles. Je m'arrêtai et le regardai par-dessus mon épaule. « Je retourne à mon travail, Charles. Et au fait, l'héritage est désormais sous la surveillance de l'administration portue, conformément à la décision de saisie du navire. Ce bateau ne bougera pas d'ici tant que vous n'aurez pas payé votre dette. Vous feriez bien de dire adieu aux bouteilles de champagne qui s'y trouvent. » Je les ai laissés là, sur le quai, seuls avec leur vie brisée. Madame Geneviève frappait son fils avec son sac, Henri criait au téléphone à ses avocats, et Charles était assis par terre, la tête entre les mains, en pleurs. Cette scène était pour moi plus belle qu'un tableau, mais ne croyez pas que tout était fini. La véritable bataille commençait seulement, car la famille de Montaigne était comme un animal blessé, et les animaux blessés sont dangereux. Henri avait des relations, dans les ministères, dans la presse, dans la justice. Ils allaient tout faire pour me présenter comme une femme cupide et opportuniste. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'étais une ingénieure capable de naviguer sur des mers agitées. Leur tempête médiatique n'était pour moi qu'une légère brise. Savez-vous quelle a été ma première action en rentrant chez moi ? Je ne suis même pas entrée dans cette froide demeure. Je me suis rendue directement au cabinet du meilleur avocat spécialisé dans les divorces de Brest, Maître Dubois, surnommé le requin. Maître Dubois a sifflé en regardant le formulaire Lloyds et le rapport médical de Valérie. « Madame Lefebvre, dit-il en me regardant par-dessus ses lunettes. C'est le coup de checkmate le plus net que j'ai jamais vu. Mais préparez-vous, ils vont vous poursuivre pour abus de pouvoir. Ils vont prétendre que vous avez utilisé votre force militaire à des fins personnelles. » « Je sais, » répondis-je en sortant une clé USB de mon sac et en la posant sur la table. « C'est pour cela que je l'ai apportée. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Les données de la boîte noire du vaisseau et les enregistrements de la salle des machines, » répondis-je. « Des données techniques qui prouvent que ce que Charles a qualifié de panne moteur était en fait une erreur de l'utilisateur et qu'ils ont délibérément désactivé les systèmes d'alerte. Ce sont eux qui ont provoqué l'accident. Je n'ai fait que nettoyer. » « Et c'est comme bon de danser dans ta maman. À votre avis, jusqu'où un être humain est-il prêt à aller pour couvrir ses propres erreurs ? Charles et sa famille auraient tout tenté pour me détruire, mais ils avaient oublié une chose. Les vérités sont comme la force de flottabilité de l'eau. Peu importe la pression que vous exercez, elles finissent toujours par remonter à la surface. Je vous pose maintenant la question suivante. Si vous aviez entre les mains une preuve permettant de détruire quelqu'un qui vous trompe, vous humilie et vous ignore, l'utiliseriez-vous immédiatement ou attendriez-vous le bon moment comme je l'ai fait ? Partagez vos stratégies dans les commentaires, car les salles d'audience vont bientôt se transformer en champs de bataille et il n'y aura pas de place pour les sentiments. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car l'affaire L'héritage est en passe de devenir le plus grand scandale de France. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, le voyant de notification de mon téléphone clignotait sans discontinuer, tel un phare. Mais ce n'était pas un « bonjour amical ». C'était une alerte à l'attaque. Le journal à sensation le plus vendu en France, L'Observateur, avait publié ma photo en pleine page. Une photo de moi en uniforme. Le titre en dessous était une encre toxique achetée avec l'argent d'Henri de Montaigne. Pirate en uniforme, héros ou profiteur. Le contenu de l'article était encore plus écœurant.
Selon des sources proches de la famille qui ont souhaité rester anonymes, j'enviais la richesse de mon mari, je faisais chanter la famille en utilisant les ressources de la marine et j'avais délibérément retardé l'opération de sauvetage cette nuit-là, mettant ainsi leur vie en danger. Retardé, c'est moi qui ai poussé les moteurs de 8000 chevaux à leur limite pour atteindre un bateau à la dérive, dont les moteurs étaient en panne, en plein cœur de la tempête. Mais les faits ont peu de chance face à un bon scandale, du moins au premier round. J'ai allumé la télévision en buvant mon café. Charles était dans une émission matinale. Oui, ce lâche de Charles. Il était assis, les yeux faussement tristes, vêtu d'un pull « Marie victime ». « J'aimais ma femme », disait-il à l'animateur, la voix tremblante. « Mais elle a beaucoup changé avec l'argent. Cette nuit-là, alors que nous étions en danger de mort, elle était en train de négocier avec sa calculatrice à la main. Ma mère ne s'est toujours pas remise du traumatisme. » Le présentateur secoua la tête, horrifié. « Incroyable. Et le divorce ? » ?»« Je vais le demander, Aïe, » répondit Charles. « Je ne veux pas un centime. Je veux juste la paix. Et bien sûr que cette femme qui a utilisé les ressources de l'État à ses propres fins soit punie. » Je souris. J'éteignis la télévision. Leur plan était simple, me lyncher publiquement, faire pression sur la marine pour me faire perdre mon emploi et me laisser sans argent et sans réputation afin de me forcer à renoncer à cette affaire de 10 millions d'euros. Une manœuvre classique de Montaigne. Avoir l'air fort, faire du bruit et effrayer son adversaire. Mais ils avaient oublié une chose. Je n'ai pas peur du bruit. Je suis quelqu'un qui fait des calculs au micron près dans une salle des machines, sous un bruit de 110 décibels. Vers midi, j'ai reçu l'appel que j'attendais, le comité de discipline de la marine. Quand je suis arrivée à la base, l'atmosphère était glaciale, les regards dans le couloir avaient changé. Certains semblaient me soutenir, d'autres me regardaient avec suspicion. Quand je suis entrée dans le bureau de l'amiral, le journal était posé sur son bureau. « Sergent Lefebvre », a dit l'amiral en retirant ses lunettes, « ces accusations sont très graves. Vous êtes accusé d'avoir mêlé une opération militaire à un différend commercial civil. » L'opération était tout à fait conforme aux procédures légales, amiral, ai-je répondu sans broncher. Le Lloyd's Open Form est valable dans les IO internationales et le personnel de la marine a le droit de percevoir une prime de sauvetage. Je sais, dit l'amiral en soupirant, vous avez raison sur le plan juridique, mais sur le plan politique, le ministère a bloqué mes communications à cause d'Henri de Montaigne. Vous êtes suspendu jusqu'à la fin de l'enquête, Manon. Laissez votre arme et votre badge. Sans badédon. C'était un coup dur auquel je m'attendais, mais qui m'a tout de même fait mal. J'ai serré les poings pour que mes mains ne tremblent pas en posant mon insigne sur la table. Cet insigne était mon honneur. Charles et sa famille s'en prenaient maintenant à mon honneur. À vos ordres, amiral, ai-je répondu avant de quitter la pièce. À peine avais-je franchi la porte que mon téléphone sonna. C'était Henri de Montaigne. « Tu as appris la nouvelle, petite dame ?» dit-il, la voix ivre de victoire. « Tu n'es plus rien, tu n'as plus ni travail, ni réputation. Maintenant, j'ai une dernière proposition à te faire. Retire ta plainte, signe les papiers du divorce, et j'appellerai mes amis au ministère pour qu'ils classent dans l'affaire. Tu pourras reprendre ton travail. Peut-être. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai rempli mes poumons de l'air marin de Brest. « Henri, dis-je, aimes-tu jouer aux échecs ? Qu'est-ce que tu racontes ? Au jeu d'échecs, il existe un coup appelé « sacrifice », dis-je calmement. Pour gagner une pièce plus importante, on sacrifie parfois un pion. Aujourd'hui, j'ai sacrifié mon insigne. Mais sais-tu ce que j'ai obtenu en échange ? Silence. La liberté de ton fils, ai-je dit. Quoi ? Mon avocat, maître Dubois, est actuellement au parquet. Il ne s'agit pas de frais de sauvetage, Henri. Il s'agit de tentative d'homicide volontaire. Valérie Leblanc, tu te souviens ? La femme enfermée dans la cale d'un navire en train de couler pendant la tempête. Les empreintes digitales sur la porte sont celles de Charles. Ce n'est pas de la négligence, Henri, c'est un crime. Et la peine est d'au moins 15 ans. La respiration à l'autre bout du fil s'est arrêtée. Vous mentez, dit-il, mais sa voix tremblait. On se voit demain matin à 9 heures pour la première audience, dis-je avant de raccrocher. Si vous vous dites « bravo », attendez un peu, parce que ce n'était qu'un bluff. Me croiriez-vous ? Non, Manon Lefebvre ne bluffe pas. J'avais vraiment ces rapports en ma possession.
Mais les utiliser aurait signifié faire de Valérie un sujet de magazine People. Et jusqu'où une femme peut-elle aller pour protéger une autre femme? Mon combat était contre Charles, pas contre Valérie. Valérie n'est qu'un pion. Mais pour mettre Charles échec et mat, j'allais transformer ce pion en reine. Ce soir-là, j'ai défini notre stratégie finale avec mon avocat, Dubois. Manon, m'a dit Dubois, si nous jouons la carte de la tentative de meurtre demain, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Charles ira en prison, mais vous ne toucherez pas l'argent, car ils feront faillite. Ils dépenseront tout pour sauver la réputation de la famille. Dubois avait raison. Est-ce que je voulais me venger ou obtenir justice? Non, ai-je répondu en montrant un document du dossier. Nous n'enverrons pas Charles en prison, nous le forcerons à construire sa propre prison. Demain, au tribunal, nous n'évoquerons pas Valérie. Dubois était surpris. Comment ça? C'est notre meilleur atout? Le meilleur atout est une menace tant qu'il n'est pas utilisé, maître, répondis-je. Demain, au tribunal, nous ne parlerons que des données techniques. Je leur ferai sentir ce que j'ai entre les mains, mais je ne le montrerai pas. La peur est plus grande que la punition infligée. Bon, et le jour du procès arriva. Devant le palais de justice, c'était comme une première de cinéma. Des caméras, des micros. La famille de Montaigne est arrivée dans ses limousines noires. Henri, Geneviève et Charles. Ils étaient vêtus de noir, comme s'ils venaient à un enterrement, victimes et nobles. Quant à moi, je suis descendue d'un taxi. Je ne portais ni uniforme, ni robe de créateur hors de prix. Juste une chemise blanche et un pantalon bleu marine. La tête haute, seule. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Lorsque nous sommes entrés dans la salle, Charles m'a regardé. Il y avait dans ses yeux ce mépris familier. Son regard semblait dire « Tu es fini ». Le juge a frappé le marteau. Affaire, Lefebvre et de Montaigne, indemnisation pour le sauvetage du yacht, l'héritage et divorce associés. L'avocat d'Henri, le célèbre maître Renard, s'est levé. Il venait de Paris. Son tarif horaire dépassait mon salaire annuel. Monsieur le juge, dit-il d'une voix théâtrale, mon client et sa famille sont victimes de la cupidité de cette femme. Elle a utilisé les ressources de l'État. Le juge leva la main. Passons les introductions, maître. Madame la partie civile, quelle est votre demande? À la place de mon avocat Dubois, je me suis levée. C'était inhabituel, mais le juge m'y autorisa. Je regardai Charles dans les yeux. Ma demande est simple, monsieur le juge, dis-je. 10 millions d'euros de dommages et intérêts. Et je plongeai la main dans ma mallette. Charles sursauta. Il crut que j'allais sortir les photos de Valérie. Et l'écoute des enregistrements audio contenus dans cette clé USB. En particulier, celui où, 10 minutes avant l'accident, Charles de Montaigne dit sur le pont « Éteignez les alertes du moteur, ce bruit me donne mal à la tête ». Un murmure parcourut la salle. Charles devint livide. Henri regarda son fils comme s'il voulait lui dire « Qu'est-ce que tu as fait, idiot ?» « Ce n'est pas un accident, c'est une négligence, ai-je dit. Et la compagnie d'assurance ne paie pas les négligences intentionnelles, monsieur le président. Ce n'est donc pas l'assurance qui paiera, mais la famille de Montaigne, de sa propre poche. Ah, mais si, sont ben un pente. Vous comprenez maintenant pourquoi Charles était si effrayé. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de la perte du dernier soupçon de confiance que son père avait en lui. Mais ce n'était que le début, car cette clé USB ne contenait pas seulement des bruits de moteur. En arrière-plan, on entendait très clairement des cris à l'aide provenant de derrière une porte verrouillée. Pensez-vous que Charles autorisera l'écoute de l'intégralité de l'enregistrement? Ou bien criera-t-il « D'accord » devant tout le monde dans la salle d'audience? Nous trouverons la réponse dans quelques instants, en observant l'effondrement de l'Empire de Montaigne. J'attends vos commentaires. À sa place, auriez-vous diffusé cet enregistrement devant tout le monde? Arrêtez! Arrêtez cet enregistrement! La voix de Charles résonna sous le haut plafond de la salle d'audience. À cet instant, ce n'était plus la voix d'un aristocrate, mais celle d'un criminel pris au piège. Son avocat, maître Renard, tenta de faire taire son client en agitant les pans de sa robe, mais il était déjà trop tard. Le juge regarda Charles par-dessus ses lunettes. « Monsieur de Montaigne, est-ce un aveu ?» Charles essuya son front couvert de sueur. Son regard se posa sur moi. Je pouvais lire dans ses yeux. « S'il vous plaît, ne passez pas la suite de l'enregistrement. S'il vous plaît, que personne n'entende les cris de Valérie. » « Oui, dit Charles dans un murmure. Enfin,
Non, je reconnais simplement que nous avons négligé les avertissements du moteur. C'était une erreur technique. Inutile d'écouter l'enregistrement. Nous pouvons discuter de l'indemnisation. Le brouhaha dans la salle ressemblait au bourdonnement d'une ruche. Son père, Henri de Montaigne, assis au premier rang, se leva brusquement, le visage rouge écarlate. « Assieds-toi, idiot !» siffla-t-il à son fils. Mais Charles ne s'assit pas, car dans la clé USB que je tenais, il y avait quelque chose de bien plus effrayant que la colère de son père, la peur de la prison. Le juge a frappé son marteau. Je suspends l'audience pendant 1 heure. Les parties peuvent se rendre dans la salle de réunion pour tenter de parvenir à un accord. Si aucun accord n'est trouvé, j'écouterai cet enregistrement comme preuve. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de réunion, l'atmosphère était tendue. Henri, Charles et leurs avocats coûteux étaient assis d'un côté de la table. Maître Dubois et moi-même étions de l'autre côté. Henri a tapé du poing sur la table. « Que voulez-vous? Nous détruire ?» « Si je voulais vous détruire, Henri, dis-je en m'adossant à ma chaise, vous ne seriez pas ici en ce moment, mais dans le bureau du procureur, en train de répondre à des accusations de tentative de meurtre et de privation de liberté. » Charles baissa la tête. Henri regarda son fils avec stupéfaction. « Qu'est-ce qu'elle raconte, cette femme, Charles ?»« Demandez à votre fils, dis-je calmement. Qui se trouvait derrière la porte verrouillée du bateau que vous avez qualifiée de entièrement automatique cette nuit-là, Henri? Et pourquoi cette porte était-elle verrouillée de l'extérieur? Henri se tourna vers son fils. Charles ne put répondre, il se contenta de trembler. Henri était un homme intelligent. À cet instant, il comprit à quel point son fils était embourbé. Si cette affaire tournait au procès pénal, les actions de Montaigne Holding seraient bonnes à jeter. « Donne-moi le chiffre, » dit Henri. Sa voix n'était plus furieuse, mais fatiguée. Il parlait comme un homme d'affaires. « 10 millions d'euros, dis-je, en espèces et en une seule fois. Je veux également une seule clause dans le protocole de divorce. Les parties s'engagent à ne pas parler l'une contre l'autre. Mais je n'ai pas besoin de parler, les faits parlent d'eux-mêmes. 10 millions, c'est trop, dit leur avocat renard. L'assurance ne couvrira pas cela, vous le savez. La police est invalide car la négligence a été admise. Je sais, ai-je répondu en souriant. C'est pourquoi je veux que cela vienne du compte personnel d'Henri ou des liquidités de l'entreprise. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Henri serra les dents, il réfléchit un moment, puis il sortit son chéquier de la poche intérieure de sa veste. Moment-là, le bruissement du stylo sur le papier était pour moi la plus belle mélodie du monde. « Je signe ?» dit Henri en jetant le chèque sur la table. « Mais j'ai une condition, la clé USB et toutes les copies, maintenant. » Je regardai mon avocat Dubois. Il hocha la tête en signe d'approbation. Il prit le chèque, vérifia les chiffres et la signature. Il appela la banque et obtint une provision. Tout était vrai. Je plongeai la main dans mon sac et posai la clé USB sur la table, à côté du chèque. « Tenez, dis-je, la liberté de votre fils et la fausse réputation de votre famille. Tout est dans cette petite clé. » Henri a attrapé la clé USB et l'a mise dans sa poche. « C'est fini, Manon. Tu as pris ton argent. Maintenant, fiche le camp de notre vie. » Je me suis levée. Je ne portais peut-être pas mon uniforme, mais je me sentais comme un amiral. « Clarifions les choses, Henri, » ai-je dit en me dirigeant vers la porte. « Ce n'est pas fini. Seule la partie financière est terminée. Mais pour ce qui est de la réputation, je reste créancière. » Lorsque nous sommes sortis de la pièce, les journalistes qui attendaient dans le couloir se sont précipités sur nous. Les flashs crépitaient. « Madame Lefebvre, l'accord a-t-il été conclu? Votre mari était-il négligent? Que répondez-vous aux accusations de chantage? » Les micros étaient braqués sur moi. Henri et Charles se sont échappés par la porte arrière, me laissant seule devant les caméras. À ce moment-là, j'ai dû faire un choix. Prendre l'argent et partir discrètement? Ou transformer cet argent en arme pour me débarrasser de l'étiquette de pirate qu'il m'avait collée? J'ai pris une profonde inspiration et je me suis penchée vers le micro le plus proche. « Justice a été faite, » ai-je déclaré d'une voix claire. La famille de Montaigne a reconnu son erreur et versé des dommages et intérêts. Mais pour moi, cette affaire n'était pas une question d'argent, c'était une question d'honneur, et bientôt, toute la France verra ce que cet honneur signifie. Lorsque je suis montée dans le taxi, j'avais en main un chèque de 10 millions d'euros. Vous vous demandez ce qu'il y avait dans mon sac? La clé USB que j'avais donnée à Henri.
Oui, elle était authentique, mais un ingénieur ne stocke jamais ses données au même endroit, n'est-ce pas? Il existe une technologie formidable appelée le stockage en nuages. Mais non, j'allais tenir ma promesse. Je n'allais pas publier ces enregistrements, car ma vengeance ne se résumerait pas à faire emprisonner Charles. Ma vengeance se ferait à l'aide de ce sept pouvoir qu'ils aimaient tant. J'ai sorti mon téléphone et je suis entrée dans mon application bancaire. J'ai planifié la première chose que je ferai dès que j'aurai déposé le chèque. Le plus grand rival de la famille de Montaigne, l'Océan, j'étais une compagnie maritime en difficulté. Ses actions étaient au plus bas, et Henri attendait le moment propice pour les racheter et les détruire. Maître Dubois, ai-je dit à mon avocat, assis à côté de moi dans le taxi, ne bloquez pas cet argent tout de suite, nous allons investir. Quel investissement, Manon? Tu ne vas pas prendre ta retraite et partir aux Bahamas? Je souris. Non, maître. La guerre ne fait que commencer. Nous achetons 15% des actions de la société L'Océan. Je vais entrer au conseil d'administration. Dubois resta bouche bée. Le rival d'Henri. Manon, c'est une déclaration de guerre. Ils m'ont traité de pirate, maître, ai-je dit en regardant par la fenêtre les rues de Paris. Il est temps de leur montrer ce qu'un pirate est capable de faire. Si vous vous dites waouh, attendez un peu, car 10 millions d'euros, associés à l'intelligence, ne sont pas seulement une monnaie, mais une arme de destruction massive. Charles pense que c'est échappé de prison, mais en réalité, je l'ai enfermé dans un monde des affaires où son patron est l'ex-femme de son patron. Selon vous, qu'est-ce qui blesse le plus un homme? Perdre son argent ou voir chaque matin, en se rendant au travail, le succès de celui qu'il a tenté de détruire? Nous allons maintenant voir comment Manon Lefebvre, abandonnant son identité de ingénieur, a pris d'assaut l'empire de Montaigne de l'intérieur sous son identité de femme d'affaires. Les salles de réunion seront plus sanglantes que la salle des machines. Si vous avez aimé cette stratégie, abonnez-vous et indiquez-le dans les commentaires. À sa place, auriez-vous pris l'argent et fui ou auriez-vous continué le combat? Je me trouvais dans l'une des tours de verre du quartier financier de la Défense, à Paris. Je ne portais plus de combinaison huileuse. J'avais un tailleur italien noir comme du charbon, une chemise en soie et des chaussures à talons. Si vous pensez que je ne me reconnaissais pas dans le miroir, vous vous trompez. J'étais toujours la même Manon. J'avais simplement changé mes couleurs de guerre. Tout comme ma combinaison était mon uniforme dans la salle des machines, ce costume était mon armure dans la salle de réunion. Lorsque je suis entrée dans la salle du conseil d'administration de l'Océan Denisilic, les 12 hommes présents ont tourné leur regard vers moi. Tous avaient les cheveux gris, sentaient le cigare et étaient habitués à ne voir les femmes que comme des secrétaires. Le PDG de la société, M. Bernard, m'a tendu la main sans se lever de sa chaise. « Madame Lefebvre » a-t-il dit, avec un mépris qu'il ne pouvait dissimuler dans sa voix. « Votre investissement de 10 millions d'euros nous a surpris. Mais soyons clairs, ici ce n'est pas comme diriger un salon de beauté. Le transport maritime est un secteur difficile. » Je souris. Je posai mon sac sur la table et m'assis sur la chaise vide à côté de Bernard, qui était généralement occupé par le vice-président du conseil d'administration. « Vous avez raison, monsieur Bernard, » ai-je dit en ouvrant la bouteille d'eau posée sur la table. Le secteur maritime est difficile, surtout quand le vilebrequin d'un moteur de 8000 chevaux se brise en pleine tempête. Ou quand un navire de Hesse s'échoue à cause d'une erreur de navigation. Avez-vous déjà réparé une chaudière sur le point d'exploser, une clé anglaise à la main, par une température de 60 degrés? Bernard marqua une pause. Moi, oui, ai-je poursuivi. Et quand j'ai examiné vos dossiers, j'ai vu une chaudière sur le point d'exploser. Votre entreprise, l'Océan, a perdu tous les appels d'offres face à De Montaigne Holding au cours des 3 dernières années. Savez-vous pourquoi? Parce que vos navires sont vieux, vos frais d'entretien sont 40% plus élevés et votre réseau logistique est géré avec un logiciel datant des années 90. À l'autre bout de la table, un jeune cadre, Pierre, s'est redressé avec enthousiasme. « C'est ce que j'ai dit. Mais le budget n'est plus un problème, dis-je en regardant Pierre. Parce que je suis là et je n'ai pas seulement apporté de l'argent, j'ai apporté de la rentabilité. Savez-vous quelle est la plus grande faiblesse des De Montaigne? Leur arrogance. Ils embellissent leurs navires, mais ne s'occupent pas de leur moteur. Nous ferons exactement le contraire. » Et donc, cette réunion a marqué un tournant pour l'océan. Ce jour-là, je leur ai prouvé que je n'étais pas seulement un investisseur, mais
aussi le nouveau chef mécanicien de ce navire. Notre premier objectif, l'appel d'offres Logistique Atlantique Nord du ministère de la Défense. Cet appel d'offres, que la famille de Montaigne considérait comme « dans la poche », représentait un marché annuel de 50 millions d'euros. Depuis des années, personne ne pouvait rivaliser avec eux, car les amis d'Henri au ministère et sa politique de prix bas étaient sans concurrence. Mais je savais comment Henri obtenait ces prix bas. Il réduisait les coûts en enfreignant les protocoles de sécurité sur leurs navires, en réduisant le nombre d'employés et en utilisant du carburant de mauvaise qualité. Nous allons participer à cet appel d'offres, ai-je dit à mon équipe. Mais madame, a dit Bernard, Henri de Montaigne va nous écraser. Si nous cassons les prix, nous allons perdre de l'argent. Nous ne casserons pas les prix, ai-je répondu en dessinant un schéma au tableau. Nous gagnerons grâce à notre supériorité technique. Le ministère ne se base plus uniquement sur le prix. Selon les nouvelles réglementations européennes, les critères empreinte carbone et durabilité rapportent 30% des points. Les navires de Montaigne utilisent des moteurs diesel anciens. Nous, en revanche, nous allons modifier notre flotte avec un système d'injection de carburant dont j'ai breveté la technologie. Cela nous permettra d'économiser 15% de carburant et de réduire les émissions de 20%. Mais ce n'est pas tout. En optimisant les temps de maintenance, nous augmenterons notre efficacité opérationnelle. Vous auriez dû voir la lueur dans les yeux de l'équipe. Le moment où une équipe qui avait été écrasée et perdante pendant des années a enfin cru qu'elle pouvait gagner. Le jour de l'appel d'offres, Henri et Charles sont entrés dans la salle avec leur célèbre sourire arrogant. En me voyant à la table de l'océan, Henri a ralenti le pas. Charles, quant à lui, semblait avoir vu un fantôme. « Que fais-tu ici » a murmuré Charles en passant à côté de nous. « Tu n'étais pas censé dépenser ton argent et faire du shopping ?»« J'ai fait des achats, Charles, répondis-je en ouvrant mon dossier. J'ai acheté 15% de la société. Je suis désormais de ce côté de la table. » Henri a ri. La petite fille est venue au travail de son père. Cette enchère, c'est une affaire d'adulte, Manon. Ce n'est pas un jeu de rôle. Le président du comité d'appel d'offres commença à ouvrir les enveloppes. De Montaigne Holding, offre de 48 millions d'euros. Note technique, 70. Henri se raidit. Ce score et ce prix suffisaient généralement pour remporter l'appel d'offres. L'océan maritime offre de 49 millions d'euros. Henri éclata de rire. Plus cher, je vous l'avais dit, ils ne connaissent rien à ce domaine. Le président de la commission poursuivit. Note technique, 95. Note totale avec bonus de durabilité et d'innovation, 98. Un silence s'installa dans la salle. Le rire d'Henri resta coincé dans sa gorge. Le gagnant, dit le président, est l'océan maritime. À ce moment-là, les mots me manquent pour décrire ce moment. Le visage d'Henri devint blanc comme un linge. Charles laissa tomber le stylo qu'il tenait à la main. Quant à moi, je me contentais de saluer en inclinant légèrement la tête. En sortant de la réunion, Henri m'a intercepté dans le couloir. « Comment as-tu fait ça » a-t-il grogné. « Mes hommes au ministère. » Tout était arrangé. « Tes hommes appartiennent au monde d'hier, Henri, lui ai-je répondu. Le monde d'aujourd'hui repose sur l'efficacité et l'intelligence. De plus, je me suis approchée de lui et lui ai murmuré « Je sais à quel point les filtres à carburant bon marché de tes navires endommagent leurs moteurs. Lors de la prochaine inspection, la moitié de ta flotte sera immobilisée au port. » Henri tremblait. « C'est personnel. »« Non, Henri, dis-je en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Ce n'est que du business. Tu m'as dit que je ne valais rien. Je te prouve ma valeur. Au prix du marché. » Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai regardé Charles et Henri rester dans le couloir, tels les rois d'un empire déchu. Mais cette victoire ne me suffisait pas. Car je savais qu'un animal blessé, c'est le plus dangereux. Henri n'allait pas abandonner. Ils allaient commencer à frapper sous la ceinture. Et j'avais raison. Le lendemain, un incendie mystérieux s'est déclaré sur l'un des navires de l'océan. Une coïncidence ? Je ne pense pas. La guerre quittait désormais les tables de négociation pour se dérouler sur le terrain sous forme de sabotage. À votre avis, jusqu'où un adversaire peut-il aller lorsqu'il refuse d'accepter la défaite ? Et jusqu'où puis-je être impitoyable pour protéger mes propres navires ? Si vous pensez que cette histoire n'est qu'une réussite professionnelle, vous vous trompez lourdement.
car dans un instant, nous allons voir comment celui qui joue avec le feu finit par se brûler, au sens propre du terme. Je vous pose maintenant la question suivante. Pour vous venger, vous abaisseriez-vous au niveau de votre ennemi ou resteriez-vous toujours au-dessus? Faites-nous part de votre boussole morale dans les commentaires. Abonnez-vous, car l'alarme incendie est sur le point de retentir. Quand mon téléphone a sonné à 3 heures du matin, je savais ce qui se passait. Les bonnes nouvelles n'arrivent pas au milieu de la nuit. Madame Lefebvre, criait notre directeur du port, nous sommes en feu, le navire le Phénix. La cale en deck 3 est en flammes. Je me suis précipitée hors de mon lit. Je n'ai pas paniqué. J'avais seulement 3 minutes pour me préparer. Je n'ai pas enfilé mon costume, mais ma vieille combinaison ignifugée et mes bottes à bout en acier. Le cadre chic des tours de la Défense avait disparu, remplacé par le sergent-chef endurci de Brest. Quand je suis arrivée au port, le ciel était orange. Les sirènes des pompiers déchiraient le silence de la nuit. Le Phénix était notre navire le plus important, préparé pour l'appel d'offres du ministère. Et maintenant, de la fumée noire s'élevait de son bord. Le PDG Bernard s'arrachait les cheveux. « Nous sommes fichus », gémit-il en me voyant. Ce navire devait passer inspection la semaine prochaine. Maintenant, tout est réduit en cendres. Nous allons perdre l'appel d'offres. Je lui ai tapoté l'épaule. « Calme-toi, Bernard. Attendons que le feu soit éteint. Ensuite, nous verrons ce qu'il y a sous les cendres. » Une fois l'incendie éteint, les premières lueurs du jour éclairèrent la coque noircie du Phénix. Le chef des pompiers s'approcha de moi. « Cela ressemble à un court-circuit, madame. C'est un vieux bateau, après tout. » J'ai plissé les yeux. J'ai personnellement rénové l'installation électrique de ce bateau, chef. La probabilité d'un court-circuit sur ce bateau est aussi élevée que celle de voir la Seine remonter à contre-courant. J'ai enfilé ma casquette et je suis entrée dans le navire encore chaud. L'odeur. Je reconnaissais cette odeur. Ce n'était pas celle de câbles brûlés. C'était un mélange de phosphore et d'essence, cette odeur chimique qui pique les narines. Un accélérateur. En descendant dans la cale Ndeg 3, j'ai trouvé le point de départ de l'incendie, un baril. Mais un baril qui ne figurait pas sur notre liste de chargement. Je me suis baissée et j'ai ramassé le morceau de métal fondu qui gisait par terre. Il portait un numéro de série partiellement lisible. C'était une pièce de minuterie industrielle. Des amateurs, ai-je murmuré. Henri n'était pas assez intelligent pour engager des professionnels qui feraient le travail correctement, ou alors il n'avait plus d'argent. Il avait engagé un tueur à gages bon marché. En sortant du bateau, je me suis tournée vers Bernard. « Appelle la police. » Ah, ma manée. « Quoi ? » « Manon, c'est un incendie criminel. Il nous faut la police pour l'assurance. » « Si nous appelons la police, dis-je en enveloppant le morceau de métal dans un mouchoir, l'enquête durera des mois. Notre navire sera immobilisé. Nous perdrons l'appel d'offres. C'est exactement ce que veut Henri. Il veut nous noyer sous la bureaucratie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je sortis mon téléphone. Nous allons appeler quelqu'un de plus influent. Le chef inspecteur de l'Union des assurances et la compagnie d'assurance d'Henri. La plus grande erreur d'Henri était d'avoir oublié mon passé dans ce secteur. Lorsque j'étais dans la marine, j'avais fait partie d'une commission internationale chargée d'enquêter sur les accidents maritimes. Je connaissais tout le monde dans le monde de l'assurance. Vers midi, je me suis rendue à l'agence Lloyds à Paris avec les preuves en ma possession. « C'est clairement un acte de sabotage, Jean, » dis-je à mon vieil ami inspecteur en posant les preuves sur la table. Et le minuteur utilisé est un modèle que l'on trouve en abondance dans les stocks du chantier naval de Montaigne. Jean examina la pièce à la loupe. Manon, c'est une accusation très grave. Si tu peux le prouver, tu n'as pas besoin de le prouver, Jean, dis-je. Je ne te demande pas d'arrêter Henri. Je te demande de faire une évaluation des risques. Jean sourit. Il avait compris ce que je voulais dire. Si un pyromane rôde dans ce port, dis-je, cela représente un risque non seulement pour les navires de l'océan, mais pour tous les navires, en particulier pour les navires de Montaigne, dont les mesures de sécurité sont insuffisantes. À ton avis, de combien les primes d'assurance devraient-elles augmenter ? Le lendemain matin, Henri de Montaigne a vécu le choc de sa vie. Toutes les compagnies d'assurance ont suspendu les polices d'assurance de Montaigne Holding et augmenté les primes de 400% en raison du risque accru pour la sécurité portuaire. Pire encore, aucun navire non assuré ne pouvait quitter le port. La flotte d'Henri était bloquée dans les ports du monde entier. Elle ne pouvait plus transporter ses cargaisons. Chaque heure qui passait lui coûtait des millions d'euros en indemnités.
Un de mes navires avait brûlé, mais toute la flotte d'Henri était immobilisée. Assis dans mon bureau, je suivais la chute d'Henri à partir des données boursières en temps réel lorsque mon téléphone a sonné. C'était Henri. « Tu es un démon ?» s'écria-t-il. Sa voix n'était plus fatiguée, mais désespérée. « Tu as fait immobiliser mes navires. Mes clients annulent leurs contrats. Tu ne peux pas prouver que c'est moi qui ai provoqué cet incendie. » « Je ne l'ai pas prouvé, Henri, » ai-je répondu calmement, en sirotant mon café. « J'ai simplement alerté le marché. Dans ce secteur, la confiance est primordiale, n'est-ce pas? Tes navires ne sont plus considérés comme sûrs. »« Que veux-tu » demanda-t-il. « Tu as pris les 10 millions. Tu as remporté l'appel d'offres. Que veux-tu de plus ?»« Le nom de l'homme qui a posé le détonateur, » répondis-je d'une voix glaciale. « Tu le livreras toi-même à la police, de ton plein gré. Et tu expliqueras à la presse qu'il s'agit d'un acte de folie commis par un employé jaloux. C'est la seule façon de blanchir le nom de ton entreprise. Je dois livrer mon propre homme. Soit tu le dénonces, Henri, soit ton entreprise coule. À toi de choisir. Tu as 2 heures. Je raccrochai le téléphone. Bernard est entré dans mon bureau. Ses yeux brillaient. Oh, Manon! Les actions de Montaigne ont chuté de 20. Usd, et tu as entendu? Un de leurs employés s'est rendu à la police. Il a avoué avoir commis l'incendie criminel. J'ai souri. Henri avait mordu à l'hameçon, il avait sacrifié son pion. Mais il ignorait une chose, ce pion n'était qu'un appât. Le véritable coup dur allait venir lorsque cet employé parlerait, car cet employé était un homme acculé, prêt à révéler non seulement l'incendie, mais aussi la fraude fiscale et les faux rapports d'entretien pratiqués par Henri depuis des années. Je n'avais pas laissé d'issue à Henri, je lui avais donné une pelle pour qu'il creuse sa propre tombe, mais il était encore trop tôt pour se laisser emporter par l'ivresse de la victoire. Car Charles, il était silencieux. Alors que son père paniquait, Charles était introuvable, et un ennemi silencieux est toujours plus dangereux qu'un ennemi qui crie. En rentrant chez moi le soir, j'ai trouvé une enveloppe coincée sous l'essuie-glace de ma voiture. Il n'y avait pas de nom dessus, juste une note. « Le jeu est terminé, Manon. Demain, je révélerai ton plus grand secret. Ce que tu as caché dans ce rapport de la marine. » Je suis restée figée. Le rapport de la marine? Celui concernant l'accident du l'héritage? Non, tout était en ordre là-dedans. Mais dans le passé, il y a des années, quand j'étais jeune lieutenant, j'avais été impliquée dans une affaire qui avait été étouffée. Comment Charles était-il au courant? Pensez-vous que tout le monde a dans son passé une tâche qu'il craint de voir révélée au grand jour? Et si cette tâche venait à être dévoilée, tout ce que vous avez construit s'écroulerait-il? Il semble qu'Henri soit fini, mais Charles ne fait que commencer. Et cette fois, ce n'est pas mon entreprise qui est visée, mais directement ma vie. Nous allons maintenant découvrir quel est le sombre secret du passé de Manon et comment Charles compte l'utiliser. Préparez-vous, car le chasseur est sur le point de devenir la proie. Que feriez-vous à ma place? Affronteriez-vous votre passé ou commettriez-vous un nouveau crime pour l'enterrer? J'attends vos confessions dans les commentaires. Quand j'ai trouvé ce mot sur le pare-brise de ma voiture, je n'ai pas pu empêcher mes mains de trembler. « La partie est terminée, Manon, » disait-il. Le jeu? Pour eux, tout n'était qu'un jeu. Mais pour moi, le rapport de la marine mentionné dans ce mot était la nuit la plus sombre de ma vie. Il y a 7 ans, l'affaire Brest-Sud. J'étais jeune lieutenant. Et oui, j'avais été jugée par un tribunal militaire, mon dossier avait été classé pour négligence grave. Charles l'avait trouvé. Il avait probablement utilisé les anciennes relations de son père, peut-être même des moyens illégaux pour accéder à ses archives scellées. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai revécu l'événement encore et encore. Les sirènes, l'odeur de la poudre et la décision que j'avais prise. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Charles. « Bonjour Manon », a-t-il dit. Sa voix était plus assurée que je ne l'avais entendue depuis longtemps. « Tu as reçu mon message? »« Que veux-tu, Charles ?»« C'est simple, » a-t-il répondu. « Cède tes parts dans l'océan, rembourse les 10 millions d'euros avec les intérêts et quitte la France. Sinon, lors de la conférence de presse que j'organise cet après-midi, je révélerai que le nouveau génie de la marine française est en réalité un officier au casier judiciaire chargé qui a causé des millions d'euros de dommages à la propriété publique. Manon, la saboteuse. Je vois déjà les gros titres. Je pris une profonde inspiration. Si tu fais ça, tu t'attaqueras non seulement à moi,
mais aussi à la marine, Charles. Ce dossier est confidentiel. Je m'en fiche, s'écria-t-il. Mon père est fini, Manon. L'entreprise est en train de couler. Je n'ai plus rien à perdre. Soit tu es fini, soit nous brûlons tous ensemble. Décide-toi. Je serai au Grand Hôtel à 14 heures. Je raccrochai le téléphone. J'étais acculée. Si ce dossier pour Wizesat était rendu public, je serais renvoyée du conseil d'administration de l'Océan. Les investisseurs s'enfuiraient. Ma réputation serait ruinée. Personne ne demanderait pourquoi. Tout le monde regarderait le résultat. Et le résultat était le suivant. J'avais détruit des biens publics. En regardant par la fenêtre de mon bureau, mon regard s'est posé sur une vieille photo posée sur mon bureau. J'y apparaissais en uniforme. À mes côtés se tenait l'amiral Kergon, dont les cheveux n'étaient pas encore aussi blancs qu'aujourd'hui. J'ai souri. Charles pensait jouer aux échecs, mais il ne connaissait pas les règles. Dans les échecs militaires, certaines pièces ont plus de poids qu'il n'y paraît. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé ce numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. « Amiral », ai-je dit lorsque le téléphone a sonné. « Lieutenant Lefebvre, nous avons un problème. » Il était 14 heures. La salle de conférence du Grand Hôtel, elle était remplie de journalistes. Charles était à la tribune. À côté de lui se trouvait un écran de projection géant. Je me trouvais au fond de la salle, dans l'ombre. À côté de moi se tenait un homme âgé en civil, mais dont la posture trahissait son grade. Charles a commencé à parler. « Mesdames et messieurs », dit-il d'une voix tremblante, mais cette fois-ci c'était l'excitation qui la faisait trembler. « Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai visage de la femme qui tente de détruire ma famille et mon entreprise. Manon Lefebvre n'est pas une héroïne. C'est une narcissique dangereuse. » Il appuya sur la télécommande qu'il tenait dans sa main. Un document jauni portant la mention « confidentiel » apparut à l'écran. « Voici la preuve », dit Charles. Un rapport du comité de discipline de la marine datant d'il y a 7 ans. Le lieutenant Manon Lefebvre est accusé d'avoir fait exploser le prototype du moteur à turbine du sous-marin Le Triomphant en dépassant les limites de sécurité de 200%. Résultat, 12 millions d'euros de dommages publics et une décision pour négligence grave. Une vague de choc parcourut la salle. Les flashs crépitèrent, les journalistes se mirent à chuchoter entre eux. « Vous voyez » s'écria Charles. « Quelqu'un qui incendie son propre navire n'hésitera-t-il pas à saboter mes navires? C'est un criminel. La marine a étouffé l'affaire, mais pas moi. » Charles sourit, victorieux. Son regard balaya la salle, à ma recherche. Et il me trouva. « As-tu quelque chose à dire, Manon ?» demanda-t-il au micro. « Peux-tu nier ?» Je me levai lentement. Le bruit de mes talons résonna dans la salle devenue silencieuse. Je ne me dirigeai pas vers la tribune. Je restai où j'étais. « Je ne nie pas, Charles, » dis-je d'une voix forte et claire. « Ce rapport est vrai. C'est moi qui ai fait exploser ce moteur. » « Ah, ça t'entend, Charles éclata de rire. « Vous avez entendu? Elle a avoué. C'est fini. Cette femme est finie. » « Mais, ai-je dit en élevant la voix, il manque quelque chose, Charles. La page 42 de ce rapport. Où est-elle » Charles hésita. Il fouilla dans les papiers. « Le rapport fait 41 pages. C'est tout ce que j'ai. » « Bien sûr, dis-je en me dirigeant vers la tribune, parce que la page 42 était classée « Cosmique Top Secret ». Ce n'est pas un niveau accessible à ceux qui, comme toi, espionnent grâce à l'argent de leur père. Je m'approchai de Charles. « Tu te demandes pourquoi j'ai fait exploser ce moteur ?» Avant que Charles n'ait pu répondre, une voix derrière moi fit taire toute la salle. « C'est moi qui l'ai ordonné. » Tout le monde se retourna. L'homme âgé à côté de moi, l'amiral Kergon, s'avança lentement vers la scène en s'appuyant sur sa canne. Il ne portait pas de médaille, mais son autorité était plus éclatante que n'importe quelle médaille. « Je suis l'amiral à la retraite Jean-Paul Kergon, dit-il. Cette nuit-là, j'étais le capitaine de ce sous-marin. » Charles devint livide. « Mais dans le rapport… » « Le rapport a été rédigé pour les bureaucrates, mon garçon, » dit l'amiral, écrasant Charles comme une mouche. « La vérité était la suivante. Notre sous-marin avait été pris dans un courant à 300 mètres de profondeur et était entraîné vers les rochers. Le gouvernail était bloqué. Notre seule chance de survie était de pousser les moteurs au-delà de leurs limites et d'utiliser la poussée inverse pour échapper au courant. Mais cela signifiait que le moteur allait fondre. L'amiral s'est tourné vers moi. Il avait les larmes aux yeux. J'ai donné l'ordre au lieutenant Lefebvre, l'ingénieur en chef, mais il m'a répondu
Si ce moteur explose, vous et l'équipe du pont mourrez, je vais le faire manuellement depuis le bas. Il ne m'a pas écouté. Risquant sa propre vie, il est entré dans la salle des machines, a brisé les verrous de sécurité et a surchargé le moteur à la main. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Nous avons été sauvés, dit l'amiral. Les 30 membres d'équipage ont été sauvés. Manon, quant à elle, a survécu à l'explosion, mais elle porte aujourd'hui les traces de brûlure sur son bras gauche. L'État a perdu 12 millions d'euros, mais les pères de 30 familles sont rentrés chez eux. La commission disciplinaire l'a sanctionnée parce que la procédure voulait qu'elle abandonne le navire. Elle a choisi de sauver le navire. L'amiral se tourna vers Charles. Ce que tu appelles un crime, mon garçon, est considéré comme un acte héroïque dans notre monde, et tu viens de commettre un acte de trahison en divulguant à la presse les détails d'une opération militaire secrète. Charles vacilla sur l'estrade. Il essaya de tenir le micro, mais ses mains tremblaient. Les journalistes filmaient maintenant. Charles, les questions lui étaient adressées. Comment avez-vous obtenu ce document secret? Êtes-vous accusé de trahison? Je pris le micro des mains de Charles. Tu vois, Charles, lui ai-je dit à voix basse, pour qu'il soit le seul à m'entendre. Dans ton monde, tout a un prix. Les moteurs, les bateaux, les gens. Mais certaines choses n'ont pas de prix. Le sacrifice n'a pas de facture. Pardon. Puis je me suis tournée vers les caméras. La famille de Montaigne a tenté de dissimuler ses propres crimes en remuant une blessure honorable de mon passé. Mais elle a oublié une chose. Les cicatrices sont la preuve que nous avons survécu. Et j'ai survécu. Aujourd'hui, je souhaite répondre à cette accusation de sabotage en vous présentant le nouveau projet de l'océan. Ce jour-là, Charles n'a pas seulement perdu sa réputation. Ce jour-là, en descendant de l'estrade, il a été arrêté par la police pour obtention et divulgation illégale de documents secrets d'État. Quant à moi, j'ai pris le bras de l'amiral et j'ai quitté l'hôtel telle une reine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je n'avais pas encore porté le coup de grâce. Charles était en prison, Henri avait fait faillite, mais la dernière étape de mon plan Justice divine n'était pas de les anéantir complètement, mais de construire quelque chose de nouveau sur les ruines qu'ils avaient créées. Le manoir des De Montaigne, ce château où ils me considéraient comme une servante, mangeait dans des assiettes en porcelaine et m'humiliait. Il avait été saisi par la banque et allait être vendu aux enchères le lendemain. À votre avis, qui va acheter ce château et que va-t-on inscrire sur sa porte? Dans le final, nous verrons la dernière initiative de Manon Lefebvre et comment elle a changé le sens du mot « vengeance » dans le dictionnaire. Si un jour quelqu'un vous reproche les erreurs de votre passé, ne baissez pas la tête. Ces erreurs sont peut-être à l'origine de votre force actuelle. Êtes-vous prêts? Le dernier rideau se lève, et cette fois, les applaudissements ne seront pas seulement pour le vainqueur, mais aussi pour ceux qui ont survécu. Le jour où le château de Montaigne a été mis en vente, le temps était exceptionnellement ensoleillé. C'était comme si le ciel lui-même célébrait la dissipation des nuages noirs qui planaient sur ce manoir lugubre. La salle des ventes était bondée. Les magnats de l'immobilier parisien, les investisseurs étrangers et, bien sûr, les curieux avides de scandale étaient tous présents. Au dernier rang, un vieil homme assis, le chapeau rabattu sur le visage, les épaules voûtées, était Henri de Montaigne. Il était venu assister à la vente pièce par pièce de sa propre maison, l'héritage de ses ancêtres. Était-ce un adieu masochiste ou un dernier espoir? Je ne savais pas. Lorsque je suis entrée dans la salle, des murmures se sont répandus comme une vague. Personne ne m'appelait plus la réparatrice. On m'appelait Madame Lefebvre, la dame de fer. Le commissaire-priseur frappa son marteau. Prix de départ, 12 millions d'euros. Les enchères fusèrent. 13, 14, 15 millions. Henri rapetassait un peu plus à chaque enchère. 18 millions d'euros, s'écria le représentant d'un oligarque russe. La salle se tut. Je me suis levée. Je n'ai pas levé mon numéro. J'ai seulement utilisé ma voix. 20 millions d'euros, ai-je dit. Et en espèces. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Henri m'a regardé sous son chapeau. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une pure et simple stupéfaction. J'achetais sa maison avec mon propre argent, avec la fortune que j'avais investie et multipliée. La boucle était bouclée. 20 millions d'euros. Je vance. Je vance. Le marteau tomba comme le verdict d'un juge. Vendu,
À Madame Manon Lefèvre. En sortant de la salle, Henri m'a barré le passage. Il portait un vieux manteau usé. Il n'avait plus rien de son arrogance d'autrefois. Pourquoi demanda-t-il d'une voix tremblante. Pourquoi, Manon? Cette maison n'est qu'un bâtiment pour toi. Pour moi, c'était mon histoire. Tu nous as mis à la rue. Charles est en prison, je suis finie. Et maintenant, tu me prends mes souvenirs? J'ai ajusté mes lunettes et je l'ai regardé comme il m'avait regardé lors de notre premier dîner, mais pas avec mépris, avec compassion. Je ne te prends pas tes souvenirs, Henri, dis-je, je les purifie. Je purifie l'énergie du manque de respect dont moi et d'autres personnes comme moi avons été victimes dans cette maison, à cette table. Et ne t'inquiète pas, je ne vivrai pas dans cette maison. Que vas-tu faire? Tu vas le démolir? Non, ai-je répondu en me mettant en route. Je vais faire mieux que ça, tu verras. 6 mois plus tard, je me trouve devant les immenses portes en fer forgées du manoir de Montaigne. Mais elles ne sont plus rouillées et effrayantes. Elles sont désormais rutilantes, peintes en bleu. Charles en est à sa 5e année de prison. Je ne lui ai jamais rendu visite. Il m'a envoyé des lettres par l'intermédiaire de mon avocat, m'a demandé pardon, a même sollicité un emploi chez l'Océan. J'ai brûlé ces lettres sans les lire. Certaines erreurs ne peuvent être réparées que par la disparition de celui qui les a commises. Henri vit dans un petit appartement dans le sud. De temps en temps, il essaie de donner des interviews aux journaux en disant « Ma belle-fille m'a trompé », mais personne ne s'y intéresse. Le monde oublie vite les histoires des perdants. Et moi? Je suis désormais propriétaire de cette maison. Mais comme je l'ai dit, je n'y vis pas. J'ai fait enlever l'ancien blason de De Montaigne, sculpté dans la pierre au-dessus de la porte. Il était écrit « Noblesse oblige ». Quel mensonge! À la place, j'ai fait installer une plaque en laiton, simple et moderne. Lorsque la porte s'est ouverte, on a entendu les voix de dizaines de jeunes filles qui sortaient en courant. Elles portaient des combinaisons de travail bleu. Elles n'avaient pas de livres dans les mains, mais des schémas de circuits, des pièces robotiques et des maquettes de bateaux. Ce n'est plus un manoir. Institut Lefèvre pour les jeunes ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs avec internat pour les filles issues de familles pauvres, mais dont l'intelligence est aussi profonde que l'océan. Je ne leur enseigne pas seulement les mathématiques, je leur apprends à se tenir droite lorsque quelqu'un leur dira un jour « Tu n'es qu'une réparatrice » ou « Tu es une femme, tu n'y arriveras pas ». Dans le jardin, le bloc moteur du célèbre bateau insubmersible de Charles, l'héritage est exposé, comme un monument commémoratif. Mes élèves étudient ce moteur dans le cadre du cours « L'orgueil, une erreur d'ingénierie ». Mon bureau se trouve dans ce qui était autrefois la célèbre salle à manger. Le lustre en cristal est toujours là, mais il n'y a plus d'assiette en porcelaine en dessous. Il y a un immense bureau avec des dessins de projets dessus. De la fenêtre, je regarde les futurs ingénieurs qui jouent, discutent et créent dans le jardin. J'ai les mains dans les poches, mes mains grasses. Et juste en dessous de la plaque sur la porte, je lis la nouvelle devise que j'ai gravée de ma propre main. L'honneur n'est pas dans le sang, il est dans l'action. Notre histoire s'achève ici, mes amis. Manon Lefèvre, qui est entrée par cette porte en tant que simple réparatrice, en ressort en tant que fondatrice. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. La vengeance, si elle est utilisée à bon escient, est une source d'énergie qui réchauffe le monde. J'ai pris leur énergie négative, je l'ai transformée, et maintenant, j'éclaire l'avenir de centaines de filles dans cette école. Ma dernière question est la suivante. Il y a forcément dans votre vie des gens qui vous rabaissent, qui vous disent « Tu n'y arriveras pas », qui essaient de vous faire entrer dans un moule. Quelle sera votre meilleure réponse à leur donner? Se battre contre eux? Ou construire un succès qu'ils ne peuvent même pas imaginer et inscrire votre nom sur leur porte? Vous avez vu ma réponse. À vous maintenant. Le stylo est à vous, le papier est à vous, la vie est à vous. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si le parcours de Manon vous a donné de la force, partagez cette vidéo avec tous vos amis à qui l'on dit « Tu n'y arriveras pas ». Et n'oubliez jamais, les plus grandes tempêtes forgent les capitaines les plus talentueux. Au revoir, mais n'abandonnez jamais